moi. Je suis vraiment ravi de te voir. On a plein de connaissances en commun. Je sais que tu es une personne incontournable de l'horlogerie et principalement aussi du groupe Richemont pour lequel tu as enfin, tu travailles beaucoup et avec qui tu travailles. Et donc, je suis vraiment très, très content. J'aimerais que tu nous dises peut-être ce que tu fais aujourd'hui et quel est ton parcours très brièvement. Un petit CV, j'ai envie de dire très condensé, mais malgré tout. Écoute, merci Raphaël. Je suis heureux d'être là avec toi et avec vous aujourd'hui parce qu'en plus, tu as une bonne initiale. Raphaël R, c'est rebond et renaissance. Et chacun d'entre nous, on est confronté de façon solidaire à ce rebond du monde, à cette renaissance de la planète. On a vécu une crise qui nous a rapprochés, puisque les crises économiques, c'est tous les 10 ans, on en a connu tous les 10 ans, mais une crise comme le Covid, c'est tous les siècles. On n'était pas là en 1920. Et ça nous a rapprochés, comme le pape a raison de dire, tutti fratelli, hommes, femmes, quel que soit notre âge, le lieu où on habite, on est confronté à la nécessité de rebondir et d'agir pour rebondir, soit avec des gestes barrières, un masque, des vaccins et du télétravail. Et puis alors là, maintenant, il y a le changement climatique, autre crise majeure, sur lequel il n'y a pas de vaccin. Et le risque, c'est d'avoir Miami sous l'eau, New York sous l'eau, Dubaï sous l'eau, au revoir le Vietnam, Bangladesh, 100 millions de personnes qui doivent aller ailleurs. Donc, c'est un énorme défi. Et là aussi, chacun d'entre nous, on doit y contribuer, puisque pour l'instant, on contribue à 12 tonnes de carbone par an. On doit passer de 12 tonnes à 2 tonnes. Donc, ce n'est pas marginal, ce n'est pas moins 10% divisé par 2, c'est divisé par 6. Et ce qui est extraordinaire, donc chacun d'entre nous doit agir. Et ce que je trouve fascinant, c'est que l'horlogerie rebondit très fort. Pourquoi ? Parce que quand on a une crise, soit une crise économique ou une crise sanitaire, elle nous confronte, crise sanitaire au fait qu'on est mortel, quelque chose qu'on ne veut jamais voir, mais là on est confronté et on se dit, mais je suis vivant. Et dans ce cas-là, quand je suis survivant, je dis à quelqu'un que je l'aime, ça peut être moi aussi, c'est un bon début. Et donc, c'est très intéressant. J'avais vu ça quand j'étais patron de Van Cleef et où il y avait cette crise sanitaire au Japon. On a vu une explosion de la joaillerie, de l'horlogerie et on s'est posé des questions. On a demandé aux Japonais qu'est-ce qui se passe. Ils nous ont dit, le tsunami, je ne peux pas savoir quand c'est. Je suis si vivant et survivant, je dis à quelqu'un que je l'aime. Et donc, c'est très important, d'autant plus que l'horlogerie, c'est le moyen de dire tu es unique, ton temps est unique. Parce qu'on n'a pas forcément besoin d'une montre pour nous dire quel temps il est. On a notre ordinateur, un téléphone, et il y a le temps partout. Mais en revanche, pour dire que tu es précieux, chacun d'entre nous, Raphaël, mais chacun de nous, les 7 milliards 8, tous ceux qui nous sommes rassemblés aujourd'hui, nous sommes tous uniques. Alors que nous sommes 7 milliards 8 sur Terre et 100 milliards au ciel. Mais uniques. Et notre temps est unique. Chaque moment, chaque minute, chaque année, chaque mois, chaque semaine, chaque jour, chaque heure, chaque minute est essentiel. Et donc, quand on a à son poignet une montre précieuse, avec une forme précieuse ou qui a demandé beaucoup de travail, eh bien, elle nous rappelle, oui, ton temps est précieux, ton amitié est précieuse, ton amour est précieux, tes relations familiales, amicales, professionnelles, c'est précieux. Donc, je trouve ça très intéressant. Et donc, après 9 ans chez Procter & Gamble, pour le début de ma carrière, où j'aime beaucoup le marketing, j'aime beaucoup les Américains, le côté positif, think big, et aussi factuel, de savoir qu'est-ce que veut le client. J'ai plus de 25 ans chez Richemont. L'avantage de ces groupes, c'est qu'on peut passer dans divers pays, divers marques. Donc, j'étais directeur marketing, ensuite directeur général de Montblanc en France, Montblanc aux États-Unis. Période intéressante puisqu'on a commencé à passer de wholesale à retail. J'ai ouvert la première boutique rue du Faubourg Saint-Honoré, et la première pour l'Europe et la première aux États-Unis à Madison Avenue. Et on est passé du spécialiste du stylo, Big Fish in a Small Pond, on a commencé à l'horlogerie. Le cuir, le parfum, les lunettes. Donc, c'est très intéressant de voir la diversification et comment commencer l'horlogerie. Ensuite, vice-président marketing vente d'Alfred Dunhill à Londres pour le monde. Donc, j'ai compris l'importance de l'Asie. Et parce que l'Asie, à l'époque, en 2000, c'était 1% du marché du luxe. Maintenant, pour certaines marques, c'est déjà 50%, mais on va être à 50% en 2025. Donc, c'est énorme de voir la possibilité, ce perpétuelle transition d'aller ouvrir un nouveau pays, de trouver un nouveau moyen de communication plus digital, donc passionnant. Ensuite, président et CEO de Cartier en France, l'importance du contact avec les clients, puisqu'il y a beaucoup de retail. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour emparalyser le monde pour le client ? Non seulement la création, la fabrication, mais aussi la distribution et le service après-vente et le second hand. Ensuite, président de Cartier aux US, où j'ai ouvert le premier site digital pour Cartier. Donc, c'est fascinant de voir que quand on n'est pas là, on dort la nuit et il n'y a pas de boutique dans un état, on a des ventes le matin. Donc, c'est extraordinaire de voir ce que le digital peut ouvrir en disponibilité. Ensuite, président et CEO de Van Cleef & Arpels Monde
On a réveillé une belle endormie à toute l'équipe et c'est extraordinaire parce qu'en 10 ans, on a multiplié le chiffre d'affaires par 10 et on a intégré toute l'horlogerie en retail et revitalisé l'horlogerie avec les faits, l'horlogerie poétique, donc un nouveau concept. Ensuite, président de quartier worldwide et là aussi, l'horlogerie est vitale, il faut sans cesse réinventer, réinventer le produit, la fabrication, la distribution, la communication. Et puis président de Richemont France. Et maintenant, j'accompagne les entrepreneurs parce que je trouve que l'esprit entrepreneur, c'est vital. On est vivant parce qu'on crée. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire créer et en plus, la gouvernance est vitale. Donc, j'ai adoré les COMEX, les côtés dire. Et là, le board, donc je suis au board de Valérie Messica, Christian Louboutin, Barnes International d'immobilier de luxe, la Fondation Rémi Cointreau sur la transmission, un fonds d'investissement qui s'appelle Caravelle, le service catholique des funérailles, l'American First du Louvre. J'ai un family office où on investit dans les startups de distribution digitale et 20% des investissements pour les startups qui aident à trouver des solutions pour le changement climatique. Et j'accompagne les entrepreneurs au sein du réseau entrepreneur, du réseau Ashoka, du réseau RES. Et puis, pour répondre à cette crise, j'ai contribué et aidé pour la création d'une chaire d'économie circulaire à l'ESSEC avec Pierre-Emmanuel Saint-Esprit, qui est le fondateur d'une startup qui s'appelle ZAC, et qui recycle, revend, répare les téléphones, les ordinateurs. Il m'a contacté, il m'a dit, voilà, il y a un problème d'éducation. C'est-à-dire qu'il avait suivi une très belle formation avec Ellen MacArthur Foundation sur l'économie circulaire. Il a dit, en France, il n'y a pas d'éducation. Et c'est un ancien de l'ESSEC, c'est le président des ESSEC Alumni Entrepreneurs. Il me dit, je vais le faire avec l'ESSEC pour un début. J'ai dit, je trouve ça génial, comment je peux t'aider? Il me dit, trouver les sponsors. J'ai trouvé L'Oréal, Essilor et Bouygues. Et quand j'ai vu les CEO, ils m'ont dit, tu as raison, l'économie circulaire, oui, il nous faut des produits, des services décarbonés. Donc, le what, nous sommes d'accord. Le how, on ne sait pas faire. Donc, on est très intéressé d'avoir une école et des étudiants qui vont nous aider à trouver des solutions. Et puis, on veut que tous nos futurs managers, dirigeants, employés, salariés soient formés à l'économie circulaire, comme ils ont tous formés au marketing, aux finances, au RH et toutes les autres verticales. Donc, je trouve que c'est une période passionnante parce qu'on a un challenge qui est collectif. Donc, c'est ensemble qu'on va trouver des solutions. On le voit d'ailleurs, c'est la première fois qu'on voit maintenant des groupes avec le blockchain, l'initiative Aura de LVMH, eh bien, Cartier est là-dedans, Prada aussi, et maintenant des Italiens. Donc, il y a des unités d'activité intergroupes, intermarques, pour trouver des solutions. Et donc, c'est passionnant parce que, coup de chance, on n'a jamais eu autant de tech, on n'a jamais eu autant d'argent, et jamais été autant d'esprit entrepreneur. Donc, c'est une période passionnante et nous avons tous la chance d'être engagés dans ce rebond, cette renaissance. Bon, en tout cas, tu n'arrêtes pas, en fait. Je vois que tu as un programme, tu as 3 métiers, 4 métiers en même temps, en fait, si je comprends bien, enfin, actuellement. Est-ce que par rapport à l'initiative, par exemple à cette chaire que tu as créée, quels sont, d'après toi, les challenges qu'on a aujourd'hui avec l'économie circulaire dans l'horlogerie? D'abord, le challenge, c'est que quand tu réfléchis, la Terre est… Alors, on peut dire l'économie circulaire, il nous a fallu des siècles pour comprendre que la Terre était ronde. On croyait qu'elle était plate. Et maintenant, des siècles pour comprendre que l'économie elle-même est circulaire. Tu ne peux pas dire, je prends les matières premières, je fabrique, je vends, je jette. Non, excuse-moi, au mois d'août, tu as terminé, tu as mangé toutes les ressources de la planète. Et donc, il faut là aussi… Et alors, moi, ça m'avait frappé. Alors, j'étais patron de quartier aux US. Je vois retourner au premier distributeur. Je lui dis, c'est quoi tes best-sellers? Il me dit 1 Rolex, 2 pre-owned, 3 quartiers. On est en 2002. Je me dis, quoi, pre-owned? Je l'ai fait répéter 3 fois. Puis après, j'ai réalisé que, mais oui, mais la terre est pre-owned. Elle est même pre-loved. C'est Antoine de Saint-Exupéry qui dit, tu n'hérites pas la terre de tes grands-parents, tu l'empruntes à tes enfants. Donc, la terre est pre-owned ou pre-loved, mais l'immobilier l'est. En travaillant avec Barnes, je vois bien que chacun n'est pas le premier dans son appartement, sa maison, son chalet, son château. Tu n'es pas le premier, tu n'es pas le dernier, donc c'est l'économie circulaire. Alors tu peux dire ça c'est générique, mais regarde l'automobile. Et Dieu sait s'il y a un nombre de marques horlogères qui travaillent avec les automobiles, mais que ce soit Rolls-Royce, Tesla, Porsche, Jaguar, Ferrari, Audi, toutes les marques automobiles te disent je te vends une voiture, je te la répare à vie. Et je m'assure de la seconde vie parce que dans 6 mois, 6 ans, je te la rachète ou je te mets en relation avec quelqu'un d'autre. Et donc, je trouve ça fascinant. Alors maintenant, de plus en plus, il y a d'initiatives. Il y a un rapport McKinsey qui vient de sortir qui dit que le marché du pre-owned,
Moi, je préfère Pre-Love parce qu'en fait, Pre-Love, on est aimé par nos parents, nos grands-parents, nos frères et soeurs, nos cousins, avant d'être aimé par notre copine, notre femme et nos enfants et nos petits-enfants un jour. Donc, le marché du Pre-Love va augmenter de 8 à 10% chaque année. Wow. En 2025, ce sera un marché qui fera entre 29 et 32 milliards d'euros. Aujourd'hui, il fait 18 milliards d'euros. Et en 2025, ça sera la moitié de la taille du first hand. Donc, il y a un énorme potentiel. Et même dans l'horlogerie, ça compte. Alors, c'est plus général. L'horlogerie, il y a un rapport aussi de Deloitte qui a dit que 93% des dirigeants de l'horlogerie estiment qu'il est important de prendre en compte l'engagement environnemental. Donc, c'est positif, c'est une bonne prise de conscience. 72% des marques investissent dans le développement durable. Donc, c'est positif aussi. D'un côté, quand on réfléchit, une publicité iconique de Patek qui dit « tu n'achètes pas une Patek, tu la transmets à tes générations », ben, c'est la même chose. Une montre, ça se transmet. Donc, je pense que c'est très important. Il y a des initiatives, comme vous avez vu, avec Cartier Kering, qui a lancé le Watch and Jewelry Initiative pour 2030. Donc, de plus en plus, les dirigeants, les acteurs du monde horloger se disent « qu'est-ce que je peux faire ?» Il y a plein de façons de faire. Il y a Cartier qui a lancé sa montre photovoltaïque, la Must photovoltaïque, donc plutôt qu'avoir une batterie, c'est le soleil. Ils ont lancé dans le bracelet, c'était une fibre de pomme, donc ce n'était pas du cuir. Dans un autre domaine, vous avez vu que Hermès va lancer un sac avec du mushroom, des champignons plutôt que du cuir. Chopard a fait beaucoup de choses sur l'exploitation marine, l'éthique. Sur la mer, c'est un sujet qui intéresse beaucoup de marques. IWC, Panerai, il y a Blancpain avec l'Ocean Commitment. Ils ont fait 20 opérations avec 4 milliards de kilomètres carrés qui ont été réintégrés dans les aires marines protégées. Jean-Marc Patrouet et Panerai ont fait maintenant la Steel Marina avec 98% d'acier recyclé, donc, et puis un engagement avec l'UNESCO et avec son engagement avec Macron. Vous avez des nouvelles montres, vous avez même ID Geneve Watch qui fait du 100% recyclé, vous avez Awake qui est une montre et le bracelet s'est fait avec du filet de pêche et ça a été même offert au G7 par Emmanuel Macron en disant c'est un exemple de ce qui doit être fait. Donc, il y a beaucoup d'idées et chacun doit se dire dans ton objectif de 2022, c'est dans les priorités de tous les COMEX, de tous les CEO, c'est-à-dire qu'est-ce que je fais et surtout que c'est un chemin, c'est ça qui est intéressant. C'est pas comme le vaccin, tu peux dire je suis vacciné une fois, deux fois, trois fois. Là, le chemin sur un meilleur impact sur l'environnement, c'est plus qu'hier, moins que demain. Donc, chaque année, tu dois dire qu'est-ce que je fais de plus positif pour l'environnement, sur mon packaging, sur la montre, sur la communication, sur la distribution, sur le second-hand, sur le vintage, et ça va être sans cesse en amélioration. Et c'est d'autant plus important que de plus en plus, les clients vont te dire « mais qu'est-ce que tu fais pour la planète ?» Donc, tu as une pression de tous les clients qui veulent savoir, qui veulent être informés sur qu'est-ce que tu fais sur la planète. Et tu dois factuellement pas faire du greenwashing, mais de leur dire et de manière mesurable, voilà ce que je fais cette année, c'est mieux que l'an dernier et l'an prochain, je fais encore mieux. Ça, c'est tes clients, mais tu as les salariés qui vont dire, il y a une guerre des talents aujourd'hui pour avoir les meilleurs salariés. Les salariés veulent dire, qu'est-ce que tu fais pour la planète? Autrement, je vais aller sur une société, un groupe, une marque qui fait quelque chose de mieux. Donc, c'est un facteur déterminant de choix pour une marque, pour un groupe, pour une maison. Et donc, il faut répondre à cela. Donc, tu as les clients, les salariés, tu as aussi les investisseurs qui disent qu'est-ce que tu fais pour la planète. Tu as les suppliers, tu as les fournisseurs, tu as les gouvernements. Donc, il y a une pression globale pour dire qu'est-ce que tu fais. Qu'est-ce que tu fais et ce que notre chance, c'est qu'on a beaucoup de startups qui aident pour le faire. Par exemple, pour les indicateurs, tu sais, tu connais peut-être Yuka, qui est une application qui dit qu'est-ce que tu ta nourriture, est-ce que c'est bon ou pas. Tu as Clear Fashion qui fait ça pour la fashion. Et tu as Positive Luxury qui a créé un indicateur Butterfly Mark et qui dit que ce que tu fais pour la planète, c'est bien ou pas. Donc, il y a Breitling qui travaille avec eux, qui a dit regardez mon nouveau packaging, il est bien, etc. Donc, c'est une chose positive. Tu as une startup qui s'appelle Luxury Insight, qui a été créée par Jonathan Sibony, et qui lui donne, c'est le Bloomberg des data du luxe. Donc, il te donne, quand les data, c'est un peu comme un GPS.
Ouais. Que tu marches à pied, en vélo, en moto, en avion, en bateau, tu as besoin de la GPS pour te dire est-ce qu'il faut aller à droite, à gauche, qu'est-ce qui est mieux. Donc, c'est important. Et donc, c'est très utile. Il a remporté un prix qui a été lancé par WeArc, et Nouveau Service Industrie Créative, sur toutes les startups qui permettent d'intégrer le second-hand vintage, pre-owned, pre-love dans les marques de luxe et de mode. Il a gagné le prix avec Foam parce qu'il y a des grandes marques de luxe qui veulent voir en disant mais je ne connais pas le marché secondaire, how big it is, qui sont les acteurs, quels sont mes prix. Il est capable de dire voilà le marché, voilà les centaines de millions, les milliards, voilà le nombre d'opérateurs qui vendent tes produits et voilà les achats de prix. Donc c'est très intéressant. Tu as Restory, qui était une espèce de start-up qui fait le Farfetch de la réparation, qui dit réparer, c'est important. Surtout que la montre est offerte très souvent comme un symbole d'amour et d'amitié. Ben, l'amour, ça se répare, l'amitié, ça se répare. Donc, comment tu peux réparer? Donc, Restory te met en relation avec des gens qui réparent. C'est basé au UK. Dans le second hand, ce qui est génial, tu as Place to Swap, Foam, Reflaunt, qui sont des start-up qui maintenant, de plus en plus, parce qu'il y a 10 000 façons de le faire. C'est comme la réparation, soit tu dis je répare moi-même, soit je fais réparer par d'autres. Le second hand, tu dis je le fais moi-même, ou je le fais faire par d'autres. Même les groupes s'y intéressent de plus en plus. Tu as vu que Kering a investi dans Vestiaire Collectif, Richemont a acheté Watchfinder, tu as plein d'opérateurs. Et là, ces opérateurs-là, ils permettent aux marques de l'intégrer. Et donc, Place to Swap, par exemple, fait une plateforme où, quelle que soit ta marque ou ton poignet, il te fait Rolex Forever, Patek Forever, Cartier Forever, Chopard Forever, toutes les marques. Et tu t'inscris parce que Raphaël, tu veux vendre, moi je veux acheter, on ne se connaît pas. Ouais. La plateforme nous match, nous invite à aller dans la boutique authentifie, et tu dis bien que c'est un des vrais problèmes du luxe, c'est tout même 20-30% des produits sont des contrefaçons. Et l'authentification, c'est la création de valeur, parce que la même montre authentifiée vaut 30% plus cher qu'une montre qui n'est pas authentifiée. Et donc, c'est un win pour toi, vendeur, parce que tu connais Marie Kondo, l'art de ranger, tu as vidé ton armoire, ton placard, ta carte au grenier, donc tu es heureux. Et tu rachètes une montre 2022, 2021, alors que tu vends une 1980 ou une 1905, ou peu importe, ou une 2005. Moi, acheteur, je suis ravi parce que c'est authentifié et décarboné. Et j'ai une expérience client. Pour la boutique, la marque, c'est trafic client, amélioration de la CRM, intégration du second hand, et puis ça permet de réparer, et le trafic client, ça permet de vendre d'autres produits, et c'est bon pour la planète, et c'est bon pour les investisseurs et les actionnaires parce qu'ils disent cette marque intègre, parce que tu aperçois, ce qui est extraordinaire dans le luxe, c'est qu'on se rapproche sans cesse du client, et c'est ça le défi. Comment se rapprocher du client? On est tous d'abord designers, ensuite designers fabricants, on intègre, designer fabricant wholesaler, on intègre, designer fabricant wholesaler retailer, on intègre, designer fabricant wholesaler retailer e-commerce, on intègre, et maintenant designer fabricant wholesaler retailer e-commerce et re-commerce, on intègre le second hand vintage pre-owned pre-love qui est dans les mains de Christie's, Sotheby's, Vestiaire Collectif et tous les autres. Et ce qui est passionnant aussi, c'est une période où il faut avoir la meilleure expérience client. C'est vital. Parce qu'on travaille tout dans une chaîne, dans l'horlogerie, il faut le design, il faut la fabrication, mais il faut aussi le service après-vente, il faut le service en boutique. Et ce qui est très intéressant, il faut des vendeurs engagés. Et je pense qu'une grande chance de progrès de l'horlogerie, n'oublions pas que la joaillerie qui progresse plus vite, la joaillerie, 80% retail, 20% wholesale. L'horlogerie, c'est le contraire, c'est 80% wholesale, 20% retail. Et donc, il y a une moins bonne connaissance du client. Et donc, il y a un effort à faire pour améliorer la qualité de l'accueil dans les boutiques. Et là, il y a une startup que je trouve passionnante qui s'appelle Octave, qui a été créée par Frédéric Schreve, que j'ai connu parce que j'ai engagé chez Alfred O'Neill et ensuite chez Cartier, qui est très intéressant parce qu'il a été formé dans l'hôtellerie par l'EHL, qui est la plus belle école d'hôtellerie au monde. Et donc, c'est vrai que l'hôtellerie, ça donne une très belle expérience client. Et on le voit bien, il y a même des groupes de luxe, LVMH s'intéressent de plus en plus à l'hôtellerie. Il a racheté Belmont, Bulgarie même crée des hôtels, vient d'ouvrir à Paris. Ils ont aussi le Cheval Blanc. Et là, avec Octave, le but de cette start-up, c'est d'offrir le meilleur engagement de tous les salariés et de tous les retail members et le meilleur engagement de tous les clients. Et il y a toute une pédagogie, une formation, mais mesurable, tout est mesurable, qui dit voilà, on améliore l'engagement des équipes mieux engagées
en 2022 qu'en 2020 et encore mieux engagés en 2022, meilleur engagement des clients. Et c'est clé parce que ça permet d'être engagé à 110% et c'est extraordinaire. Et en plus, ce que je trouve très intéressant dans cette startup, c'est qu'il crée une académie interne. C'est-à-dire qu'ils ont créé une académie interne, c'est des formations Forever. Ils ont créé une pour Ferrari. Donc, ils forment tous les membres des équipes de Ferrari. Et ce qui est intéressant, c'est interne et externe. Ouais. Parce que de plus en plus, nos distributeurs, c'est interne et externe. Mais ce qu'on ne veut pas, c'est Ligue A, Ligue B, pas le même meilleur client. Donc là, c'est une académie qui s'interne aux boutiques internes et aux boutiques externes de Ferrari. Il a fait une académie interne pour L'Oréal et une pour Nespresso. Et c'est très intéressant parce que ça veut dire que c'est un never-ending improvement. C'est-à-dire qu'on est tous chargés d'avoir une meilleure version de soi-même chaque année. On a nos ordinateurs, nos téléphones qui disent sans cesse new version, new version. Bah, très bien, bah, alors pourquoi pas new version de Raphaël et new version de chacun d'entre nous et new version de Rolex, de Patek, d'Audemars, d'IWC, de Panerai. Chaque année, on doit s'améliorer. On doit une nouvelle expérience client, une meilleure expérience client. Et c'est intéressant d'avoir une académie en se disant, ben voilà, c'est pas parce que tu es vendeur depuis 1 an, 2 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, tu peux t'améliorer sans cesse. D'ailleurs, si on voit bien les Jeux Olympiques, les champions olympiques, ils ont des coachs, tout chacun d'entre eux, et puis ils s'améliorent de Jeux Olympiques aux Jeux Olympiques. C'est ça qui est fascinant. Merci. Et en tout cas, il y a beaucoup de choses, enfin, de ce ressources incroyables. Enfin, vraiment, il faudrait presque que tu me fasses un PDF avec tous les liens, parce qu'au niveau des startups, au niveau on sent vraiment que tu es hyper connecté et que tu connais très bien ce de quoi tu parles. Alors, écoute, moi, je te propose, il y a déjà des questions, donc j'y vais, j'attaque. On a une question de Businessment Vision, Grégory Ponce, qui dit: existe-t-il des études sur l'empreinte carbone du montre de luxe? Je ne connais pas particulièrement, je connais des indicateurs donc des startups qui permettent d'indiquer. C'est à chacun de le faire. Je n'ai pas vu d'études encore globales. Je pense que c'est à chacun de dire je fais mieux qu'hier et mieux que demain. Il y a une startup aussi qui s'appelle EtiWorks avec Céline Dassonville qui aide les entreprises à mesurer ça, mais je n'ai pas encore vu d'indicateurs globaux, mais c'est un chemin. C'est un chemin qu'il faut prendre et chacun d'entre nous, chaque entreprise doit se dire, et Kering le fait d'ailleurs, c'est-à-dire non seulement j'ai un bilan sur mes ventes, mon profit, mais aussi sur un bilan sur l'impact que je peux avoir sur l'environnement. Et il y a de plus en plus d'entreprises qui plantent des arbres. J'ai vu que Hermès a planté des millions d'arbres pour chacun de ses salariés. Et donc voilà, il y a de plus en plus d'entreprises qui ont pleinement conscience, mais ça va être une démarche progressive. L'important, c'est de s'améliorer sans cesse. Ce qui serait super d'ailleurs, c'est quand on achète une montre, de savoir exactement quel impact elle a, cette montre, sur quelle empreinte carbone elle a, en fait. Ça serait oui, mais je pense dans les caractéristiques techniques. Tout à fait, mais je pense que de plus en plus, on vise tous avec des passes sanitaires, on veut savoir qu'est-ce exactement. Et je pense qu'il y aura bientôt des passes climatiques d'une manière ou d'une autre, c'est-à-dire que tout à fait, les clients veulent savoir. Je dis Yuka, ça existe sur l'alimentaire en disant quel est l'impact. Clear Fashion, donc ça existe sur la fashion. Je pense que dans la joaillerie, l'horlogerie, il y a bientôt quelque chose qui va dire quel est l'impact. Est-ce que tu es dans le top 10% ou dans le bottom 10, etc. Je pense important de pouvoir le mesurer parce que les clients veulent le savoir, les salariés veulent le savoir, les investisseurs veulent le savoir, le gouvernement veut le savoir. Bien entendu. J'ai une question de Bertrand Asquette, j'espère que je le dis bien, qui parle du digital et donc du marché du digital. On voit qu'avec le Covid, on est vraiment passé à une autre manière de vendre, avec aussi des difficultés d'ailleurs. Quelle est ta vision par rapport à ce digital ? Le digital, c'est essentiel, c'est une nouvelle dimension. Et en fait, alors ce n'est qu'un moyen, mais c'est un moyen. Je me souviens toujours, quand j'étais président de quartier en France, j'ai vu, en regardant les archives, j'ai vu une lettre de quelqu'un qui était au moment où on avait installé le téléphone dans la rue de la Paix.
Ça, bien sûr, c'est il y a plusieurs siècles. Et la personne disait, mais le téléphone, qu'est-ce que c'est par rapport au rapport avec nos clients? Avant, on le voyait, qu'est-ce que ça va faire? Bon, ça va faire, c'est un moyen supplémentaire. Après, il y a eu le fax, il y a eu le WhatsApp, il y a plein de choses. Donc, c'est un moyen supplémentaire d'emparalyser le monde, de se rapprocher du client et de ne pas être dans une transaction, mais dans une relation. Je pense qu'il est essentiel dans une maison, une marque de luxe, de dire le plus intéressant, c'est la transaction, c'est le début, mais c'est la relation qui est capitale. Je me souviens toujours de ce dîner de chez Van Cleef Arpels en haut de la Tour Eiffel avec Alain Ducasse, et on présentait à nos clients de VIP du monde entier des nouvelles collections de haute joaillerie. Une jeune cliente américaine se lève en disant I would like to raise my glass of champagne to Van Cleef Arpels. I'm a third generation buyer. Third generation. Donc, c'est une longue relation. Et c'est très important de dire je te vends, je répare. Donc, la réparation est essentielle parce que la réparation, ça permet à la personne de revenir. Et de dire, et en plus, ça construit la confiance. Et puis de dire, je m'occupe du second hand, si tu veux vendre dans 6 mois, dans 6 ans, dans 20 ans, je le fais. Et en plus, très souvent, si on intègre le second hand, on intègre aussi la plus-value du second hand. Je me souviens toujours d'un très beau saphir que j'ai vendu à un client américain chez Van Cleef Arpels à 1,3 million. 2 ans après, je le vends chez Christie's 3,2 millions. Je dis, bravo, alors là, il a gagné plus que nous. Alors, on intègre ça. On intègre la plus-value, la valeur ajoutée, et ça aide les artisans, ça aide toutes les ventes de l'équipe, etc. Donc le digital, c'est essentiel, c'est une dimension différente, une nouvelle dimension. Elle s'ajoute, et donc globalement l'horlogerie et la joaillerie sont plutôt encore grande opportunité parce qu'ils sont plutôt en retard par rapport à la beauty et la fashion, mais il y a une gigantesque opportunité de pouvoir contacter les gens. Alors, ça ne remplace pas, c'est simplement une nouvelle dimension, comme le téléphone n'a pas remplacé cette dimension. Il faut aussi avoir du physique, il faut tout avoir. Et avant de passer aux questions, justement, on parlait de tout ce changement, d'économie circulaire, de nouvelles manières de vendre. Pour toi, quels sont aujourd'hui, parce qu'on est aussi une plateforme pour l'emploi, quels sont aujourd'hui, d'après toi, les métiers qui sont demandés, qui vont être de plus en plus recherchés? Quelles sont les compétences que vous recherchez aujourd'hui, qui sont recherchées par les CIO? Est-ce que tu arrives à nous en dire plus sur ce sujet? Je crois que globalement, il y a une grande recherche de talent. À la fois, c'est à la fois les talents et l'engagement. Ce qu'on recherche tout, c'est est-ce que vraiment les gens sont vraiment engagés, acteurs et pas spectateurs. Donc, l'engagement est un critère clé. Et pour ça, il faut se mettre d'accord sur quelles sont les valeurs de la société, quelles sont les valeurs du salarié, est-ce qu'il y a un match de ces valeurs, quelle est la mission, quelle est la vision. Il faut que toutes les marques et les visions soient très claires sur voilà mes valeurs, voilà la mission, voilà mes visions. Il faut être très, très clair. Très, très clair, ça permet aux salariés de se dire, voilà, j'ai un match entre ces valeurs, cette vision et cette vision entre eux. Et puis, ce qui est très important aussi, c'est la gouvernance, les capitales d'avoir les très bonnes gouvernances dans les comités de direction, les COMEX, les boards, et avec aussi un patron d'une boutique, mais vraiment te dire, c'est ensemble. Parce que c'est collectif, c'est pour ça que je trouve que c'est des métiers fascinants, parce que c'est collectif, que ce soit l'horlogerie, la joaillerie, tous ces métiers du luxe, c'est-à-dire c'est à la fois le designer qui doit s'entendre avec la fabrication, avec l'expédition, avec la vente, c'est vraiment collectif. Ici, c'est comme dans un orchestre, s'il y a un des membres de l'orchestre qui fait une fausse note, le concert, il est raté. Donc, c'est très important d'avoir une excellente gouvernance et de bien préparer aussi les transmissions, parce que je trouve fascinant de dire que tout ça, c'est intergénérationnel, puisque c'est beaucoup de ces maisons, Vacheron Constantin 1755, alors certaines sont plus récentes, Richard Mille c'est de ce siècle-là, mais à chaque fois de se dire comment fait-on pour transmettre le savoir-faire, transmettre les valeurs, transmettre de façon internationale, parce que très souvent ces maisons sont mondiales, transmettre le second hand. Richard Mille a un très beau programme où maintenant il a des boutiques à Londres qui s'occupent de son second hand. Et puis il travaille déjà avec son fils aux manettes, donc c'est passionnant de dire comment transmettre. Et donc c'est collectif. Et je pense qu'il y a besoin de talent dans tous les métiers, mais de talent engagé et de manière collective et responsable, en disant c'est ensemble qu'on réussit ou ensemble qu'on rate. C'est ensemble, c'est pas me, and myself, c'est ensemble au service des clients, au service de la marque, parce qu'on est là pour servir des marques qui vont durer plus que nous. On n'est pas pour se servir de la marque, mais pour servir la marque.
et servir les clients, servir et tous les membres des équipes. Alors, on a plusieurs commentaires qui ne sont pas vraiment des questions de Florian Taquet qui dit le digital twin, alors personnellement, je ne sais pas ce que c'est, peut permettre de réduire, peut-être que tu vas nous en dire plus, le digital twin peut permettre de réduire légèrement l'empreinte carbone en limitant les envois à travers le monde de chaque pièce. Alors, qu'est-ce que c'est que le digital twin? Est-ce que tu sais, toi? Non, mais c'est vrai que le digital, ça peut optimiser parce que mais en fait, une fois de plus, c'est un moyen qui doit être utilisé en disant je veux avec ce digital pouvoir ne pas avoir de retour, moins de retour. C'est un moyen. Donc la question, c'est un moyen, c'est au service de quoi? Donc il faut établir ses stratégies. Quelle est sa stratégie? Quels sont ses objectifs mesurables? Quels sont les KPI? Et le digital est un moyen, oui, ça peut être un moyen de réduire l'empreinte carbone, oui. Mais encore faut-il l'employer et viser des objectifs. On a une agence basée à Neuchâtel qui s'appelle 109 degrés, qui a ce projet pour l'empreinte, créer une base de données des impacts environnementaux des processus microtechniques, dans l'optique de pouvoir un jour mesurer plus facilement l'impact environnemental des produits microtechniques tels que les montres mécaniques. Donc, visiblement, il se passe des choses aussi côté Neuchâtel. Et puis, on a une question d'Elena Introna qui dit avez-vous des estimations sur la réponse des marchés nationaux, par exemple l'Italie pour les montres de deuxième vie? Alors, j'ai vu c'était Chrono 24 et Chronex qui avaient fait des études, mais je ne les ai pas sous les yeux, mais qui disent quels sont les modèles les plus recherchés par pays. Mais je pense que c'est général. C'est-à-dire, quand on voit sur l'immobilier, c'est général dans tous les pays, les gens rachètent de l'immobilier. C'est général dans les voitures. On parle de l'Italie, Ferrari, ils ont un programme de rachat. Donc, c'est collectif. Et je pense de plus en plus des marques le font, puisqu'on a parlé de Richard Mille. Vacheron Constantin le fait maintenant, puisqu'il a des corners de second hand dans ses maisons. Audemars Piguet met en place un programme pour l'intégrer, ce marché. Quand j'étais patron de Van Cleef, on a mis en place un système où on rachetait les pièces de haute joaillerie, nos clients, on les authentifiait, et la cliente est ravie. J'ai un collier, j'ai 2 filles, donc merci. L'acheteur est ravi parce que c'est authentifié. Et l'atelier, c'était extraordinaire de voir les réactions de l'atelier en disant waouh, une pièce des années 30, c'est génial. Et puis quelque part, ça leur apprend. Et puis ça leur dit que ce que tu crées en 2021, il faut qu'en 2091 ou 2320, ce soit en très bon état aussi. Et puis maintenant, Cartier qui avait ce programme où on rachetait des pièces de joaillerie, d'horlogerie pour faire des expositions dans les plus grands musées du monde. Et puis après, Cartier Vintage pour les revendre, Cartier Heritage pour les vendre aux clients. Maintenant, il y a dans la nouvelle boutique de rue du Faubourg-Saint-Honoré qui a été redécorée, il y a aussi déjà des montres Cartier pre-loved vintage. Donc ça va s'étendre. Et c'est logique parce qu'en fait, les clients vont dire à quoi ça sert d'avoir des montres dans son placard, de ne pas les porter. Si c'était un témoignage d'amour et d'amitié, autant les porter ou les donner à quelqu'un d'autre. Donc c'est bien et ça fidélise les clients. Donc ça n'est pas de la cannibalisation, c'est de la fidélisation. C'est comme l'automobile. Ferrari, ça ne cannibalise pas, ça fidélise, au contraire. Et donc, je trouve que c'est le virage le plus important que par notre industrie, parce que globalement, on est passé des designers à designers fabricants de plus en plus, globalement, fabricants wholesalers, retailers de plus en plus, et e-commerce, c'est la nouvelle frontière devant nous, et c'est bon pour la planète. Donc, et c'est très intéressant parce que ça demande beaucoup de créativité. En plus, chaque marque, chaque maison va le faire à sa manière. Parce que c'est une façon d'exprimer sa stratégie, son identité, sa spécificité. Et c'est très intéressant de dire que ces maisons c'est une nouvelle façon de l'exprimer. Ils vont dire soit je le fais moi-même, soit je le fais faire par d'autres. Et c'est une nouvelle expérience client. Et quelque part, ça veut dire au client, tu vois, une Vacheron Constantin de 1755, elle peut être de 1903, je la répare. Ça veut dire, on a applaudi des médecins et des infirmières qui ont sauvé des hommes et des femmes du Covid. On peut applaudir des ouvriers joailliers et des ouvriers des horlogers qui réparent des montres. Et on dit bravo. Donc c'est réparable. Donc je peux réparer le monde autour de moi. Je peux réparer mon entreprise qui a un bug. Je peux réparer mon amitié, mon amour, donc c'est fascinant. Il y a pas mal de questions qui sont arrivées. Il y a Alexis Cassin qui a un commentaire qui dit « Je parle pour mon secteur, entre autres, les engagements des maisons horlogères auront des répercussions sur les secteurs parallèles au luxe, distribution, fabrication, plus local, marché US, etc., événements. » Il y a Jérôme Mirlot qui pose les questions sur
bon, on a déjà pas mal parlé sur les marques horlogères qui sont vraiment orientées environmentally friendly, mais est-ce que tu penses qu'il y a une marque leader un peu sur ces questions-là? Moi, je crois qu'elles le sont toutes en chemin. Alors, certaines sont en train de courir, d'autres de trotter, d'autres de marcher, mais elles sont toutes en chemin. Et ce qui est intéressant, c'est de dire et de voir qu'elles bougent. Par exemple, le comité Colbert, alors en France, qui est l'association, il y a 90 maisons et groupes de luxe, a sorti cette année un carnet d'inspiration que je vous encourage à lire, avec Bénédicte Épinay, sa très bonne directrice, carnet d'inspiration qui dit que ces 90 maisons partagent quelles sont leurs réalisations, au-delà des engagements, quelles sont leurs réalisations pour permettre aux objectifs des Nations Unies d'advenir. Et donc, c'est intéressant, c'est collectif. Et donc, on voit bien que ces 90 ans, il n'y en a pas une qui a dit « moi, je ne fais rien, ce n'est pas mon sujet ». Et donc, c'est important de dire de plus en plus collective. Et c'est pour ça qu'il faudrait que les grandes réunions horlogères, les salons horlogers, les revues horlogères parlent de ça, de dire, ben voilà, on va en parler, on a une rubrique maintenant sur l'impact sur l'environnement et on va mettre en valeur ceux qui ont des solutions, parce qu'il faut que ces solutions soient ouvertes. Hein. Bien sûr. Et ces solutions sont ouvertes. Alors, de plus en plus, vous avez vu, il y a des projets extraordinaires sur la NFT. Et les NFT, il y a aussi des gens qui utilisent les revenus des NFT pour avoir un impact positif sur l'environnement. Gucci l'a fait en disant j'aide une association pour les enfants. Il y a d'autres personnes qui vont faire pour planter des arbres. Donc, il y a beaucoup. L'important, c'est de dire, et d'abord que les CEO, les COMEX et tous les membres des équipes se disent qu'est-ce que je m'engage à faire. Et c'est un de mes critères maintenant pour évaluer mon impact sur le monde. C'est non seulement l'image, la désirabilité, les ventes, les profits, mais aussi l'impact environnemental. Je vais le mesurer, je vais vous dire ce que je fais et vous allez pouvoir calibrer ce que je fais par rapport au reste. Et c'est pour ça que c'est passionnant parce que c'est collectif, c'est mondial, on a beaucoup de tech et il y a beaucoup d'exigences, de plus en plus d'exigences et l'awareness augmente. Donc c'est ça qui est intéressant. Et on voit que tu es complètement passionné et tu nous embarques d'ailleurs dans ton histoire et dans tes histoires. C'est assez fou. Il est 41, donc j'ai posé, il y a plein, peut-être je te laisserai lire, il y a des commentaires, mais il y a aussi des questions, donc j'ai plutôt priorisé sur la dernière question que j'ai posée. Maxime Delabre dit, vous dites que le pre-owned business est le tournant le plus important de l'industrie, devant donc le digital, notamment e-commerce. La relation client, le retail, le développement durable. Face aux nouveaux enjeux, quel est selon vous le facteur clé de l'industrie horlogère pour les années à venir? Merci. Je crois que tout ça, c'est progressif. C'est ça qui est passionnant aussi dans l'horlogerie, c'est que c'est une transition permanente de génération en génération et avec des nouveaux défis. On a parlé le design qui reste existant, le wholesale, la fabrication, le retail. E-commerce était vital. Il y a encore énormément de progrès à faire. Le re-commerce est nouveau. Et à chaque fois, c'est aussi de se dire comment on forme les équipes, comment on recrute les meilleures femmes, les meilleurs hommes, comment on fait un travail collectif très positif avec une excellente gouvernance, comment on les traîne avec le training, je vous ai parlé d'Octave comme école de formation, mais il y a plein de… Et donc, c'est ça qui est passionnant parce qu'il faut moduler marque par marque, maison par maison, se dire ma priorité pour cette année, c'est ça. Est-ce que ça… Et avec deux mesures. Est-ce que ce que je fais a du sens? Oui, non. Est-ce que ça a de l'impact? Et je dois pouvoir mesurer le sens et l'impact de ce que je fais. Et d'un côté, c'est extraordinaire l'horlogerie qui vous rappelle quand tu regardes ton poignet, le temps passe, hein, le temps est précieux. Qu'est-ce que je fais de mon temps? Globalement, on est tous, il y a un très beau livre qui vient de sortir, Crise dans le Cacré, Vivre en mortel. On est tous vivants, mais on est tous mortels. Donc, on a soit 5 minutes à vivre, soit 110 ans, mais donc notre temps est précieux. Qu'est-ce que je fais de mon temps? Et qu'est-ce que je fais de mon temps dans une marque qui elle, est là depuis plus longtemps, ou je veux qu'elle dure plus longtemps? Qu'est-ce que je fais pour avoir un impact positif? Et c'est simplement un impact positif collectif, puisque c'est une marque, c'est une maison, et donc il y a plusieurs métiers, il y a plusieurs pays, et donc il faut que chacun soit aligné sur ses priorités. Et il est 12h43, on a encore plein de questions, mais malheureusement, je vais devoir couper. On est des vrais horlogers chez Jobwatch, donc malheureusement, peut-être ça sera l'objet d'une deuxième édition, Stanislas. En tout cas, ça serait avec plaisir. Moi, je voulais te remercier pour ce moment passé avec nous. Tu nous as donné plein d'infos, plein de pistes, plein d'axes de travail qu'on peut vraiment développer pour changer de métier, pour donner plus de sens à notre vie et
dans notre métier. Donc, merci beaucoup encore. Moi, je voulais aussi vous informer que si vous le souhaitez, il y aura le replay qui va arriver. On va faire aussi des petits crops en post, des moments clés de ce live. Donc, merci encore. Et puis, voilà, je vous invite à aller voir aussi nos offres d'emploi, évidemment. Et le prochain talk sera donc le 20 décembre et ça sera avec Pascal Rafsou qui nous fera un petit topo des tendances horlogères. Donc, on sera vraiment ravis de le voir. Tu es invité, Stanislas. Eh ben, écoutez, bon rebond, c'est le temps, puisqu'on est horloger, donc l'important, c'est le temps. C'est le temps du rebond, le temps de la renaissance. Et c'est la belle montée vers Noël, c'est un temps aussi de renaissance et d'espérance. Donc, enjoy, enjoy, enjoy. Merci. Ça, c'était du message. Et puis, je vous souhaite à tous, je vous dis un grand merci d'avoir été aussi nombreux aujourd'hui. Et puis, à la revoyure, on se voit le 20. Je vous remercie en tout cas. Bonne journée.